L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Bonjour Thierry Pigeon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Est-ce qu'il est vrai, Thierry Pigeon, que vous auriez pu devenir vétérinaire ? C'est exact, oui. Initialement, j'étais parti pour faire des études de vétérinaire. Enfin, ça c'était en préparation à l'époque. Hein. Et bon, je n'ai pas poursuivi. Et donc, naturellement, je suis revenu vers l'entreprise familiale. Mon père m'a dit à ce moment-là, bah, écoute, si tu veux venir travailler avec moi dans l'entreprise, il n'y a pas de problème. Naturellement, c'était vraiment si naturellement que ça ? Vous n'avez pas eu des doutes, vous n'êtes pas dit finalement, est-ce que c'est mon destin finalement d'être dépositaire de cet héritage-là ? À partir du moment où je me suis posé la question d'éventuellement être vétérinaire, c'est qu'il y avait peut-être un petit doute. Mais à partir du moment où mon père m'a réouvert la porte et m'a dit, bah, écoute, viens travailler avec moi, il n'y avait plus de doute. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller ? C'est quoi quels ont été les bons arguments ? Ça s'est fait autour du poulet le dimanche midi, en famille ? Oh, non, mais je dirais le fait de vivre l'entreprise familiale, hein, parce que, bon, comme je vous l'ai dit, je vous le dis, donc l'entreprise a été créée par mes grands-parents en 1929. Après, c'est mon père et mon oncle qui ont participé au développement de l'entreprise. Et donc, le travail était au niveau de la famille omniprésent. Et donc, on parlait de l'entreprise tout le temps. Donc, si vous voulez, pour moi, c'était quelque chose qui était naturel. Même si j'ai pu émettre des souhaits d'aller faire autre chose. Parce que, tout simplement, j'aime beaucoup les animaux. Et donc, c'était peut-être une lubie d'enfant de vouloir aller, et puis rapidement je me suis dit non, je vais peut-être aller travailler avec mon père et poursuivre l'entreprise familiale. Pas de regret aujourd'hui. Surtout pas. Dans ces valeurs, quand on a préparé cette interview, on peut le dire, vous m'avez dit finalement, ils m'ont transmis les valeurs de ténacité, notamment dans cette entreprise, et d'indépendance. C'est ça que vous gardez de leurs conseils, leurs très bons conseils, la ténacité et l'indépendance, ça vous guide aujourd'hui dans vos décisions ? Complètement. Il faut toujours y croire. Hein. Et puis c'est vrai que dans notre modèle de développement de notre entreprise, on s'attache quand même à une certaine indépendance. L'entreprise est aujourd'hui un actionnariat à 100% familial. Après, dans notre métier, dans la façon de l'exercer, on essaye aussi de préserver cette indépendance. On avait évoqué entre nous la création d'un laboratoire à une époque de la vie, notre laboratoire, tout simplement parce que il y a quelques années, le laboratoire des ponts et chaussées, qui était d'un service de l'État, était appelé à disparaître. Et face à ce constat, mon père s'est dit je ne peux pas dépendre des grands groupes qui se lancent dans le contrôle des matériaux, être dépendant de ces entreprises-là, des entreprises privées, pour contrôler mes productions. Et de ce fait, il s'est dit il faut que je crée mon laboratoire. Et puis ça a été la rencontre avec un homme qui était, je dirais, quelqu'un qui faisait partie des ponts et chaussées, qui a rencontré mon père. Ils se sont bien entendus, ils se sont compris sur le projet qui était à construire. Et aujourd'hui, notre laboratoire compte plus de 130 personnes. Et on abrite au sein de ce laboratoire notre recherche, notre développement et bien d'autres métiers. C'est peut-être plutôt une rencontre qui a fait de vous justement cette dirigeante aujourd'hui de la Sablaise. Racontez-nous. Eh bien, c'est vrai que c'est une rencontre entre moi et une entreprise, mais qui date d'il y a maintenant une quinzaine d'années. Parce qu'au départ, je n'étais pas forcément destinée à faire ce métier-là. Et c'est en rencontrant mon mari et en échangeant nos rôles au sein de l'entreprise que j'en ai pris la direction. Ouais. Et voilà, c'est une histoire qui s'est écrite un peu, on va dire, spontanément. Bon, Marie, en 2009, quand vous prenez justement la direction de cette entreprise, en 2009, comment vous êtes accueillie par les collaborateurs, les collaboratrices qui ne vous ont pas connue comme dirigeante, comme femme d'eux ? Comment est-ce qu'on fait sa place dans cette boîte-là ? Alors, on fait sa place en s'intégrant, parce que je n'en ai pas pris la direction tout de suite en 2009, mais un petit peu plus tard. Mais j'ai fait mes preuves d'abord au commerce. J'ai vendu des bocaux de soupe.
beaucoup. Et puis après, j'ai développé des produits, j'ai mis en place des nouveaux réseaux de distribution. J'ai fait ma place petit à petit. J'ai gagné mes galons, on va dire. Et puis après, il était évident que sur la partie production, j'étais pas légitime parce que j'avais pas cette expérience-là. Mais je me suis, on va dire, intégrée petit à petit aux équipes et en me rapprochant d'eux et surtout en échangeant sur les modes opératoires, la production, comment on fabriquait et de s'intéresser à ce qui se passe en fait dans l'entreprise. Vous avez le sentiment, et peut-être même la certitude, parce qu'on vous le dit, parce que vous le ressentez, que vous incarnez quelque chose de très différent que votre époux? Alors oui, forcément, parce que je pense que déjà, un homme, une femme, on est très différents dans la manière de procéder. Lui, il avait plutôt une destination de photographe, d'artiste, donc je pense qu'il avait besoin à un moment de se retrouver un peu plus seul, de la solitude, et alors que l'entreprise est un milieu où on travaille en équipe, on a besoin d'être entouré, donc c'est vrai que deux modes de fonctionnement très différents, et c'est vrai que pour s'intégrer dans l'entreprise, j'ai basé aussi mon fonctionnement sur le fait de la responsabilisation des autres, leur faire confiance. Parce que quand on ne sait pas soi-même faire les choses, il faut bien faire confiance aux autres pour le faire. Ça veut dire déléguer, ça veut dire à un moment lâcher prise. Oui. Ça, vous l'avez accepté, vous l'acceptez facilement? Alors, c'est jamais très facile, mais comme je l'avais appris à le faire auparavant, ça a été quand même un peu plus simple de le mettre en place. Vous avez grandi, si je suis bien renseigné, au sein d'une fratrie, 5 enfants. Oui. Ça fait déjà de vous quelqu'un qui a le sens du collectif. Ça vous constitue comme adulte et comme dirigeante aussi? C'est un bon exemple parce qu'une grande fratrie, c'est déjà une équipe. Et donc, moi, je peux dire que j'ai été élevée avec mes frères et sœurs et on s'est même auto-élevés les uns les autres. Ça, c'est important parce qu'on apprend à rapidement partager et de compter les uns sur les autres. Bon, avec le lien affectif que ça comporte en plus, mais je pense que c'est bien. Pour moi, c'est un bon exemple, une fratrie. Cette dimension humaine, ou la dimension humaine, le caractère de cette dimension humaine dans votre métier, comment est-ce que vous pourriez le résumer? Est-ce qu'il y a justement un fait aussi qui vous a fait choisir cette voie-là, particulièrement dans cette dimension humaine? Alors je vais prendre un biais ou en tout cas une référence. Il se trouve que ma femme faisait des études de sociologie et m'a fait découvrir Lévi-Strauss. Et effectivement, c'est en lisant Triste Tropique que c'était un récit de voyage, mais aussi les usages, et notamment en analysant des sociétés dites plus primitives, l'importance de la structuration de l'espace sur l'organisation spatiale et sur l'organisation sociale. Et donc effectivement, maintenant, si on transpose à... Là, j'ai pris de la vision anthropologique vers la question de l'usage. Et justement, quand on dit amélioration du cadre de vie pour les citoyens, c'est aussi prendre en compte l'habitant, l'usager, mais ça peut être aussi la personne qui travaille. Et la finalité de notre activité, c'est bien sur les pratiques, les usages. Et ça nécessite d'avoir cette vigilance au quotidien, que ce soit moi en tant que dirigeant vis-à-vis des équipes, mais aussi dans la manière d'appréhender les projets, et c'est ce qui est diffusé au sein des équipes de territoire. Oui, quand vous évoquez justement ces équipes, ça veut dire quoi? Une vision managériale, une pratique managériale particulière, qui est une signature, Antoine Monnery? Alors, en tout cas, moi je mets en avant une approche collaborative, et effectivement d'impliquer... Le discours que je tiens vis-à-vis de la fabrication de la ville, je le transpose aussi au management de l'entreprise. Et que chaque collaborateur se sente impliqué et investi. Donc, le premier exercice que j'ai engagé en prenant mes fonctions il y a un peu plus de 2 ans, c'est réfléchir sur un projet stratégique d'entreprise. Mais ce n'est pas descendant, ce n'est pas le dirigeant qui a dit c'est ça le projet de l'entreprise. Il y a eu des séminaires collaboratifs où chacun a pu s'exprimer. Et là, on vient de terminer une séquence sur raison d'être et valeurs. Idem, on a pris un temps sur une journée, qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui fait sens. Et je pense que ça, c'est un élément important, en tout cas, dans la fonction de dirigeant, c'est de donner du sens à l'activité et pourquoi on se lève tous les matins. Et en tout cas, c'est un élément qui me motive et m'anime régulièrement. Est-ce que vous parliez, évidemment, vous évoquiez cette sphère privée, est-ce que le
le père de 3 enfants que vous êtes, se sent justement cette responsabilité particulière à titre personnel dans cette fabrique de la ville, dans cette qualité justement de vie sur le territoire. Vous en parlez avec vos enfants, ça vous engage personnellement ? Bien sûr, ils ont la chance de partir. Ils sont partis de temps en temps en vacances avec moi et forcément, le regard professionnel reste. On allait visiter souvent des villes, hein, on est dans un urbanisme très urbain. En même temps, ces enjeux, on sent que cette génération, hein, je vais faire des généralités, il y a une certaine forme d'anxiété par rapport à ce réchauffement climatique, les contraintes, les évolutions dans les modes de vie. Et ils envient presque notre génération, comme nous on a envié peut-être ou reproché à cette génération des baby-boomers, parce que moi je suis né en 74, le choc pétrolier était aussi dans ces années-là. On a consommé différemment. Donc on est collectivement, on se doit collectivement de se réfléchir, de se poser les bonnes questions et de dire qu'à un moment ou à un autre, nos manières de vivre doivent être évoluées. Alors, il y a des choses qui sont plus faciles. Limiter la viande rouge, c'est quand même pas insurmontable. Limiter l'usage de la voiture. Et pour le coup, nous, en tant qu'aménageurs, organisateurs de l'espace, on doit créer les conditions pour que ce soit plus facile et plus acceptable. La question du temps long aussi, parce qu'il faut être à la fois très réactif dans ce contexte effectivement un peu bousculé, mouvant, changeant. La question du temps long, une entreprise et un groupe comme Érige Industrie aujourd'hui, tu l'as dit, une entreprise familiale, capitalistiquement en tout cas, et puis dans ses convictions, ça oblige aussi à du temps long. Tu es dépositaire de cette histoire. Il faut agir entre ces deux temporalités. Réaction justement dans l'urgence et anticipation, investissement dans le temps long avec Érige Industrie. Absolument. Et avec une responsabilité qui est particulière dans un groupe familial, qui est celle, en effet, de prendre soin d'un patrimoine, d'une histoire de près de 120 ans. Et donc, ce cap est celui qui permet à l'entreprise de se positionner petit à petit en fonction des turbulences qu'on peut rencontrer, mais qui permet à l'entreprise de se positionner pour répondre précisément à toutes ces exigences de demain. On sait très bien que la digitalisation, qui est déjà en place depuis 10-15 ans, va accélérer de façon foudroyante. On sait que l'impact du réchauffement climatique, ce n'est pas que une réglementation qui arrive, une taxonomie, une CSRD, bien sûr, avec la complexité qu'on connaît. C'est simplement, nous sommes ici au Sable d'Olonne, un niveau de l'eau qui monte petit à petit. Il y a des travaux, là on est en train de rehausser. Ce sont des choses qui sont devenues concrètes. J'ai été frappé, j'étais au Canada, nous avons des activités au Canada. Il n'y a pas eu de Noël blanc au Canada l'an dernier. Noël était vert. Souvenons-nous d'abord des éléments dramatiques d'inondation qu'on peut connaître ici ou là, les sécheresses dramatiques qu'on peut connaître ici ou là. Tout ça nous donne une perception du danger qui est très très claire. Donc ce cap et le fait de le tenir s'impose aussi à nous pour des raisons très pragmatiques, c'est qu'on peut toucher ce genre de choses. Tu assumes ce rôle politique avec un grand P en tant que chef d'entreprise aujourd'hui. Oui. C'est ce qui te fait lever le matin, je pense c'est que ce qui c'est donne du important. sens. Ouais. Voilà, je pense que ça donne du sens. Et le mot que tu viens d'utiliser est essentiel parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'épanouir dans une entreprise juste parce qu'on fait bien son travail et parce qu'on en est récompensé par une rémunération ou par une motivation. On s'épanouit dans une entreprise ou dans une activité parce qu'elle est porteuse de sens. Et de surcroît, je pense que sur des sujets comme ceux-là, le politique, avec peut-être un petit p, est important. Mais les entreprises ont un rôle considérable à jouer. Dans leur écosystème, au niveau territorial, au niveau national, au niveau international, les entreprises peuvent vraiment faire bouger les choses. Merci Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Pour l'invité business, merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.